Bienvenue à cette table ronde, ou cette triple table ronde, au carrefour d'enjeux de santé, d'économie et de gestion d'entreprise. C'est un grand plaisir de participer avec vous à cet événement parce que nous accueillons des nouveaux visiteurs sur notre beau campus et puis aussi parce que je reconnais quelques visages que je n'ai pas vus depuis longtemps et qui nous font le plaisir de venir nous rendre visite à nouveau. Mon nom est Bruno Versavel, je suis professeur d'économie ici à l'école et je suis aussi directeur d'un institut qui s'appelle HITS, comme Healthcare Innovation Technology and Society, qui est très inclusif dans le sens où sa mission est de coordonner tout ce qui est relatif à la santé à EM Lyon. Donc ce sont des enjeux de rayonnement et de relations avec les entreprises. Ce sont des enjeux d'enseignement, formation initiale et formation continue, et puis des enjeux de recherche qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui ici. On va aborder plusieurs thèmes qui sont reliés à un événement qui a lieu tous les ans depuis 15 ans maintenant à Lyon, qui s'appelle les Journées de l'économie, l'acronyme GECO, et qui est très très remarquable et qui a beaucoup de succès et qui draine une très grande population à Lyon et nationalement. Nous allons traiter 3 sujets. L'un qui concerne des enjeux de santé mentale au travail, un autre thème qui concerne l'accès aux médicaments et aux vaccins, et un 3e thème qui concerne le numérique et ses apports dans l'organisation des soins. Je voudrais, avant de démarrer, remercier plusieurs personnes. Je voudrais remercier Pascal Leméraire et son équipe qui organisent les Journées de l'économie et qui nous ont permis de nous associer à cet événement. Je voudrais remercier Aurélien Bayon qui est ici, mon collègue, qui a été le chef d'orchestre de cet événement de bout en bout et qui va intervenir avec nous tout à l'heure. Je le présenterai rapidement. Et puis quelqu'un qui arrive là dans les escaliers, Nicole Robin, qui a mis en œuvre toutes les dimensions opérationnelles de l'événement de façon extraordinaire, comme d'habitude, et je ne la remercierai jamais assez. Voilà. Nous allons commencer avec le premier thème, donc sur les enjeux de santé au travail, et je vais appeler les 2 experts à me rejoindre. Donc, Aurélien Bayon, mon collègue, merci de prendre un micro. Donc Aurélien Bayon, qui est économiste à EM Lyon, qui est membre du comité scientifique des Journées de l'économie et qui est le titulaire d'une chaire qui est appuyée par un partenaire, qui est Malakoff Humanis, précisément sur les enjeux de santé mentale des dirigeants de TPE et de PME. Nous avons la personne qui représente ici Malakoff Humanis, donc Quentin Trio, qui est en charge de ce programme et plus généralement d'un programme sur des enjeux de qualité de vie au travail. C'est exactement ça. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Oui. Bonjour à tous et à tous, c'est exactement ça. Donc chez Malakoff Humanis, j'ai la double responsabilité d'être en charge des sujets de santé, qualité de vie et conditions de travail. Donc tout ce qui va être la création de services additionnels et de tous les consultants sur la région Île-de-France et Hauts-de-France, mais je reviendrai un petit peu sur la notion de pourquoi on a emmené ça, pourquoi ces sujets-là et autres. Alors, moi j'ai une question naïve. Pourquoi Malakoff Humanis s'intéresse à des enjeux de santé mentale? Alors déjà, sans faire l'affront de représenter, mais Malakoff Humanis, on a 4 activités majeures, à savoir des contrats santé, des contrats prévoyance, des contrats épargne et des contrats retraite. Santé, c'est tout ce qui va être remboursement de dents, d'appareils auditifs, de lunettes. Prévoyance, tout ce qui va relever des arrêts de travail, des décès. L'épargne, bon, l'épargne et la retraite. On s'est attaché il y a maintenant un peu plus de 10 ans
à proposer des services additionnels. C'est-à-dire qu'il a fallu se différencier, tout le monde propose les mêmes garanties, tout le monde propose à peu près les mêmes tarifs. Nous, on est convaincus qu'on peut faire une entreprise, un territoire de santé, et qu'on peut permettre aux salariés de ces entreprises de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on s'est posé la question avec une méthodologie qui est peut-être un peu simple, mais de dire on prend tous les sujets et on regarde est-ce que les sujets, il y a un enjeu pour la société, est-ce qu'il y a un enjeu pour les entreprises, est-ce qu'il y a un enjeu pour les assurés. Premier indicateur sur lequel on a passé tous les thèmes. Le deuxième, on s'est dit, est-ce qu'il y a une légitimité pour Malakoff Humanis d'aller sur ce thème, parce que peut y avoir un enjeu, mais est-ce que sur un enjeu environnemental, est-ce que Malakoff Humanis est le meilleur acteur? Et après, le troisième élément qu'on regarde, et ce pourquoi on s'est attaché à prendre ce sujet de la santé mentale, c'est est-ce qu'on estime qu'on va avoir la capacité de pouvoir démontrer un impact, et d'avoir un impact sur un certain nombre de solutions. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui coûtent cher à la société, qui sont une problématique pour les entreprises, mais sur lesquels on se dit c'est peut-être compliqué pour nous d'avoir un impact. Et si c'est proposer des services qui sont juste là pour ne pas faire d'usage et juste faire joli de désaccord, il n'y a pas tellement d'intérêt. À ce moment-là, on préfère passer notre tour. Et donc le sujet des risques psychosociaux dans un premier temps, et le sujet de la santé mentale de manière plus récente, fait partie de nos axes prioritaires sur lequel on ne peut pas passer à côté au regard d'un certain nombre d'éléments, à mon avis, qu'on va revenir dessus par la suite. La question qui a été posée mentionnait le mot tabou. C'est pas pour rien. Il y a une réflexion au niveau de la direction de Malakoff Humanis qui aboutit à la conclusion que c'est un sujet important. Maintenant, quand vous parlez de santé mentale à vos clients, quel est le retour que vous recevez ? Alors, déjà, il y a un sujet sur la définition de la santé mentale. C'est-à-dire que suivant les entreprises qu'on rencontre et où on les rencontre en France et la taille, la définition est plus ou moins différente. Quasiment toutes ont pris en compte les sujets de risques psychosociaux, parce que ça fait partie du document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est une obligation. Par contre, quand on va sur le sujet de la santé mentale, c'est un peu plus délicat. C'est délicat, pourquoi? Et ça, on l'a quantifié dans une étude, c'est que lorsqu'on interroge les salariés qui se déclarent en mauvais état de santé mentale, est-ce qu'ils estiment que ce mauvais état de santé mentale relève plutôt des raisons professionnelles ou personnelles? En fait, on a un tiers qui nous répondent que ça correspond à des raisons personnelles, un tiers qui nous répondent que ça correspond à des raisons professionnelles, et un tiers qui nous disent c'est aussi bien des raisons professionnelles et personnelles. Et ça, il y a un certain nombre d'entreprises qui nous disent oui, mais c'est tellement multifactoriel, ça repose sur tellement d'éléments qu'en fait, moi, j'ai pas envie d'aller sur ce sujet très personnel. Et donc, le collaborateur vient avec ses problèmes dans l'entreprise, il repart avec ses problèmes d'entreprise à la maison. Est-ce que c'est vraiment à moi d'aller lui poser des questions de pourquoi tu as un mauvais état de santé mentale parce que tu es en aidant? Donc, c'est pas toujours évident. Malgré tout, on voit quand même une évolution sur la prise de conscience et sur l'envie de mettre en place un certain nombre de dispositifs depuis la sortie de Covid. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises qui osent mettre ce terme de santé mentale de leur accord et osent mettre en place des dispositifs sur ces points. Donc, est-ce que c'est encore tabou? Oui, mais ça tend à évoluer et je pense que l'année 2025 va grandement faire évoluer les choses au regard des annonces de notre Premier ministre. Alors, vous avez parlé d'informations recueillies par sondage ou questionnaire avec ces 3 tiers. Est-ce que, pour aller un peu plus loin, on connaît le coût des enjeux de santé mentale au travail? Alors, si on regarde d'un point de vue société, c'est assez simple, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Si nous on regarde, c'est le premier poste de remboursement des arrêts de travail de longue durée. Le coût, après, ça, il est facile à quantifier quand il y a un arrêt. Après, le coût de la désorganisation, de la gestion, de dire, on quantifie de plus en plus l'empiètement de la vie professionnelle ou personnelle de manière réciproque. C'est de dire, est-ce que les personnes vont traiter la partie personnelle au travail et inversement vont lire leur mail. Là, c'est un peu plus compliqué à quantifier, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que sur la partie
santé, la partie prévoyance, c'est le numéro un à chaque fois chez nous. Et sur les entreprises, c'est un élément important, surtout sur les arrêts longs. Et chez nous, les arrêts longs, c'est les arrêts de plus de 30 jours. Alors là, vous parlez d'une espèce de photo, à l'instant T de maintenant, mais il y a sans doute une dynamique avec des enjeux de santé mentale au travail, ou dans la vie de tous les jours d'ailleurs, qui évoluent. Est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à un baromètre? Ouais, on fait nous un baromètre santé au travail. Ce qu'on a vu sur ces sujets de santé mentale, on a vu une explosion des personnes se déclarant en mauvais état de santé mentale. On est malheureusement seulement sur du déclaratif, même si sur les arrêts longs, on arrive à savoir les causes, mais pas de manière précise. On a vu une dégradation post-Covid. Ça a été historiquement les arrêts longs, c'était plutôt des troubles musculo-squelettiques. Il y a eu une explosion des arrêts pour cause de santé mentale. Cette année, ça devient numéro 2, les accidents repasse numéro 1. Par contre, ce qu'on voit, c'est que à date, cette année, nous, on a 68% des salariés qui s'estiment en bon état de santé mentale. Et ce qu'on va regarder, nous, c'est les extrêmes. On a un peu plus de collaborateurs qui s'estiment en bon état de santé mentale. Par contre, on en a un peu moins qui s'estiment en très bon état de santé mentale. Et par contre, si on regarde sur les 5 dernières années, parce que sur 15 ans, l'évolution est différente, mais sur les 5 dernières années, on n'a pas d'énormes ruptures sur les notions de stress, de burn-out, de dépression évoquées par les salariés. Après, on est sur de la perception et sur un questionnaire qui se veut représentatif avec 3500 salariés du secteur privé. Mais il y a toujours des exceptions et il y a toujours des difficultés à avoir une vision réelle sans vérification concrète de ces salariés. Vous avez parlé du Covid et au moment du Covid, avec les confinements, le télétravail s'est beaucoup développé, il a beaucoup progressé à la suite du Covid, mais il y a aussi des enjeux de régression. Dans certains pays du monde, on est en train de revenir en arrière. Est-ce qu'on connaît un lien entre le télétravail et la santé mentale des gens qui l'utilisent ou qui ne l'utilisent pas? C'est compliqué. C'est compliqué de répondre précisément. Je parlais tout à l'heure de l'empiètement vie pro, vie perso. Il y a quand même énormément de retournements de situation. Récemment, on parle d'Amazon là qui veut arrêter le télétravail. PSA, qui est un de nos clients, Stellantis, avait mis tout le monde de Rueil Malmaison en télétravail, ils les ont tous remis à la maison. Donc en fait, il y a des retournements. Même nous, chez nous, Malakoff Humanis, tout le monde avait 3 jours. Là, on leur demande plus de 2 jours. Et on n'a plus le droit de prendre le lundi et le vendredi. Donc c'est compliqué en fait d'avoir un même modèle et de savoir est-ce qu'il y a réellement un lien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le retour en arrière total va être compliqué et qu'il y a une réflexion. Et lorsqu'on regarde sur les raisons professionnelles, le sujet du management, sans tout mettre sur lui, mais le sujet du management ou du dirigeant arrive souvent quand même en numéro 1. Donc est-ce que il y a un facteur d'amélioration? Nous, on le voit sur les arrêts de travail. Les personnes prennent moins d'arrêts quand elles sont en télétravail. Par contre, est-ce que demain, ça va évoluer? Est-ce que le retour en arrière, est-ce que la généralisation va impacter? C'est des choses qui vont être intéressantes à suivre dans les 2, 3, 4 prochaines années. Alors justement, vous parlez du management ou des dirigeants, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous suivez les enjeux de santé mentale par catégorie au sein des organisations? Et en particulier, est-ce que la santé mentale des dirigeants est un sujet qui vous préoccupe? Alors, je les mettais dans la même case parce que nous, notre cible et l'orientation qu'on a pris récemment, c'est de dire les grandes entreprises, on a beaucoup fait historiquement pour eux, mais ils ont une armée. Du moins, c'est-à-dire que client numéro 1 chez nous, Thales, médecin coordinateur, 45 médecins derrière, s'ils veulent traiter du sujet de la santé mentale au travail, ils n'ont pas besoin de Malakoff Humanis. Par contre, on a, nous, à peu près 330 000 entreprises de moins de 250 salariés. Et eux, souvent,
et spécifiquement dans les très petites entreprises, 10, 25, 30, bah, le cadre dirigeant est aussi le manager de l'équipe. Il a peut-être un ou deux N-1, mais c'est lui qui fait tout. Et donc on s'est dit, bah, sur ce sujet-là, qui est un sujet sociétal, est-ce que nous, on ne peut pas essayer de réfléchir et de dire, bah, en fait, si on prend en compte le sujet de la santé de ce dirigeant, si lui prend soin de sa santé, il va prendre soin de la santé de ses salariés, parce que sur le sujet de la santé mentale, en fait, on a un problème de trouver la bonne solution qui va permettre d'avoir un bon usage, une bonne satisfaction et donc, in fine, avoir l'impact que j'évoquais au début. Et donc, c'est pour ça qu'on a changer un petit peu l'orientation il y a maintenant un an et demi, de manière beaucoup plus précise il y a un an avec la signature de cette chaire de recherche avec vous, mais dire regardons sur cette catégorie qui nous paraît plus sinistrée au regard de nos chiffres et sur lequel ils sont totalement dépourvus en termes de solutions et de moyens d'action et souvent très isolés. J'ai de mieux comprendre quels sont les enjeux spécifiques à cette catégorie de population, donc les dirigeants d'entreprises de petite taille, et c'est là qu'intervient Aurélien. Exactement. C'est ça que je comprends. Alors Aurélien, moi je le connais comme économiste, très remarquable. Pourquoi un économiste s'intéresse aux enjeux de santé au travail, et plus spécifiquement de santé mentale, et plus spécifiquement des dirigeants? Alors la réponse la plus directe, c'est tout simplement que les économistes aiment s'intéresser à tout, et même ce qui ne les regarde pas. Donc ça, c'est la réponse. Mais sinon, plus concrètement, donc quand nous avons construit la chaire avec Malakoff Humanis, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le fait de s'intéresser aux dirigeants de TPE-PME. Il faut savoir que le tissu de TPE-PME et d'ETI en France, comme dans la plupart des pays développés, est très important, et c'est celui qui va faire une grande partie du PIB, clairement. Et on parle beaucoup dans les nouvelles des très grosses entreprises, mais il y a tout ce tissu économique qui est assez passionnant à étudier. Et en plus de cela, l'axe que nous avons choisi, c'est d'étudier la santé mentale de cette population-là et d'avoir aussi un accès sur la prévention. Et la prévention et l'assurance, c'est deux sujets qui sont assez intéressants en économie de la santé, parce qu'on voit qu'il y a une tendance parfois à ne pas s'assurer assez, quand l'assurance de santé n'est pas obligatoire, et ne pas faire assez de prévention. Et ça fait partie de ces domaines où il peut y avoir des biais cognitifs qui peuvent expliquer ça. Et je suis économiste comportemental, j'aime bien l'intersection entre économie et psychologie, et là c'était le sujet parfait pour travailler dessus. Alors justement, c'est plein de biais, il y a une grande difficulté à recueillir de l'information intéressante, fiable, qui a du sens sur ces enjeux, d'autant plus qu'ils sont très intimes. Est-ce que les dirigeants d'entreprise parlent facilement de ces sujets? Alors c'était une des premières questions qu'on s'est demandé, c'est si on leur pose des questions de santé mentale, est-ce qu'ils vont répondre? Alors, je peux vous dévoiler des résultats de notre première enquête. Alors vous pouvez regarder sur l'écran, vous pouvez voir sur la gauche, on a conduit une très grande enquête où on a interrogé par téléphone 1000 dirigeants de TPE-PME. On a interrogé 500, donc vous voyez en plus la répartition homme-femme avec les couleurs, donc avec une grande diversité. Et chaque petit bâtonnet est une personne, pardon. Et, donc 500 dirigeants qui ont répondu en ligne. On en a eu quelques centaines d'autres dirigeants qu'on a contactés par d'autres manières. Et en plus, on a pu comparer tout ça avec un échantillon représentatif de la population française de 1000 personnes. Donc ça représente les données qu'on a. Et toutes ces personnes ont répondu à un questionnaire assez long sur des questions sur leur santé mentale et d'autres aspects. Et donc la première chose qu'on pourrait se dire, c'est si c'est un peu tabou, si j'appelle directement la personne par téléphone ou si cette personne répond en ligne, peut-être qu'elle aura moins de problèmes à le dire. Ça, c'est le premier graphique que vous pouvez voir en haut de l'écran. Tout en haut, vous avez ceux qui ont répondu en ligne et ceux en dessous, c'est ceux qui ont répondu par téléphone. Et la question, c'était est-ce que vous pouvez évaluer votre santé mentale entre très mauvais, mauvais, moyen, bon, très bon. On s'aperçoit qu'il n'y a pas une très grosse différence. Donc, il semble, si on regarde bien les chiffres, mais ce n'est pas significatif statistiquement, il y a une petite tendance à moins dire qu'on est à une mauvaise santé mentale quand c'est par téléphone que quand c'est en ligne. Mais ça, c'est vraiment... Donc, il ne semblait pas que c'était un gros tabou. Et puis après, on a essayé, dans les questionnaires, je vais vous passer tous les détails techniques, mais il y a quelque chose, on s'est dit, peut-être qu'on peut leur demander directement, donc est-ce que votre santé mentale est mauvaise, très mauvaise et tout, ou on peut utiliser quelque chose d'un peu plus indirect, c'est l'indice qui s'appelle WHO5, donc WHO5, c'est l'indice de l'OMS, c'est 5 questions qui sont indirectes et qui sont formulées de manière positive. Et avec cet indice-là,
on peut voir par exemple ceux qui ont avec cette mesure un indice très faible, alors c'est un indice qui va entre 0 et 100, ceux qui ont une valeur en dessous de 28, la littérature scientifique nous dit, oula, ceux-là, c'est des gens qui ont des gros problèmes, qu'il faut faire très attention. Et on a regardé si ces gens-là, qui d'après cet indice ont probablement des problèmes de santé mentale, si quand on leur a demandé directement, ils ont dit qu'ils en avaient. Et vous pouvez voir, donc c'est la partie basse, à droite, en bas, vous voyez les barres rouges et bleues. Bleu, c'est ceux qui ont plutôt pas trop de problèmes d'après cet indice. En rouge, c'est ceux qui ont des gros problèmes à cet indice. Et vous avez le graphe, les lignes rouges et bleues. Vous avez la partie supérieure, c'est pour l'échantillon représentatif de la population française, et inférieure, c'est pour les dirigeants. Qu'est-ce qu'on voit? Clairement, que ceux qui ont une mauvaise santé mentale basée sur cet indice de l'OMS, il y a 75% d'eux qui vont nous dire qu'en effet, ils ont une mauvaise santé mentale, mais il y en a 25% qui ne vont pas le dire. Alors peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, peut-être que l'indice n'est pas parfait, ou peut-être que c'est tabou. Et par contre, on ne voit pas de différence entre l'échantillon représentatif et les dirigeants. Donc ça veut dire que, en gros, réponse simple, c'est pas plus tabou pour les dirigeants que pour les Français en général. Voilà. On pensait que ça pouvait être tabou, et de cette manière-là, on avait d'autres manières de le voir. Il n'a pas semblé que ce soit plus tabou pour eux que pour les autres. Et sur d'autres dimensions, est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques aux problèmes de santé mentale des dirigeants plutôt que les autres parties de la population? Alors, on s'est intéressé pour voir si... alors peut-être déjà, si on regarde, est-ce qu'ils ont plus de problèmes que la population ou pas? Ça, on peut regarder, ça serait le graphique qui se trouve maintenant à la gauche. Vous avez, je vous ai montré, donc les barres rouges, c'est ceux qui ont un indice donc, de l'OMS qui est très faible. Donc ça veut dire que c'est la proportion de ceux où il faudrait s'inquiéter. Et en jaune beige, c'est ce... oui, j'ai pris des couleurs qui étaient jolies, mais c'est pas facile à décrire. Donc la couleur jaune-beige, c'est ceux qui ont un indice qui est faible, mais pas très faible. Donc dans la littérature scientifique, c'est ceux qui ont un indice entre 28 et 50, où il faut avoir, on peut s'inquiéter un petit peu, mais pas forcément très grave pour l'instant. Et donc si on voit, en haut, vous avez l'échantillon représentatif de la population, ensuite vous avez les dirigeants. Il semble que globalement, ils sont un petit peu moins affectés par les problèmes de santé mentale que la population, que la moyenne de la population française, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement immunes. On a quand même 6-7% qui ont des problèmes assez élevés, et à peu près 18% qui ont des problèmes faibles, mais qui sont là aussi. Et donc la question sur les facteurs? Oui, alors on sait pourquoi alors, ces gens ont des problèmes? On sait pourquoi. Alors on a des tonnes de questions, et alors si on a 5 heures, je peux vous décrire tous les résultats, parce qu'on a pu trouver ce qui était clairement des facteurs. Le premier, un des plus forts, c'est la solitude. On a regardé, et la solitude des dirigeants, c'est un questionnaire de solitude où on leur demande est-ce que vous vous sentez soutenu, est-ce que vous vous sentez soutenu par vos associés, est-ce que vous vous sentez soutenu par vos employés et tout. Donc c'est une série de questions comme ça. On va jusqu'à la famille, parce que j'imagine que les dirigeants sont soutenus aussi par leur entourage. Alors ça, c'est une autre question. Là, c'est la solitude professionnelle. Donc la solitude professionnelle a un énorme impact avec leur santé mentale. Donc en gros, ceux qui ont une forte solitude professionnelle ont tendance à avoir une santé mentale basée avec cet indice qui était faible ou très faible. Donc cet phénomène de solitude est assez marqué. La famille, dans nos résultats, c'était moins clair. Parce que je pensais ça, et j'étais persuadé que ceux qui avaient un support de famille iraient très bien, et ce n'était pas forcément le cas. Tout se passe comme si les gens scindaient les deux mondes. On a regardé aussi si, par exemple, ils travaillaient avec leur famille, parce que ça peut être des cas. Et là, on n'a pas eu d'effet très clair. Donc, un autre effet très clair, bon, c'est la charge de travail. La charge de travail a un impact très fort. Et on a regardé aussi des aspects plus de personnalité. Ceux qui sont dans la littérature en économie sur les managers, les dirigeants, on va faire parfois la différence entre les entrepreneurs, c'est ceux qui prennent des risques, et les managers qui sont plus là pour gérer les équipes. Eh bien,
on a cet indice qui nous mesure l'orientation entrepreneuriale, ceux qui ont cet esprit d'entrepreneur. Eh bien, ceux qui ont un bon esprit d'entrepreneur ont tendance à avoir une meilleure santé mentale que ceux qui ont plus un esprit de manager. Voilà, c'est un des résultats. Est-ce que c'est genré? Parce qu'on parle de vie professionnelle et de vie familiale. On sait que les mamans ont un poids familial en moyenne qui est plus fort que les papas. Est-ce que ça se répercute sur la santé mentale des dirigeants d'entreprise? Alors, l'effet d'avoir des enfants, parce que c'est la question précise, en gros, c'est l'effet d'avoir des enfants et aussi, et des tâches ménagères. Parce que donc il y a, on voit des différences de genre, mais alors après, ça peut être aussi lié à des différences de secteur. Et donc, c'est difficile de complètement isoler ce qui est lié au genre et aux aspects privés. Et là, j'ai plus en tête ce résultat très précis sur les enfants, en fonction si on a un enfant de moins de 5 ans et qu'on est une femme versus être un homme et d'avoir un enfant de moins de 5 ans. Donc on a testé ça, ce n'était pas des effets très forts, mais il y avait des petites différences de genre. Alors, cet enjeu de santé mentale des dirigeants et plus généralement au travail est un enjeu de société. Ça concerne donc tout le monde, y compris les gens dans la salle. Et j'imagine qu'il y a des questions qui se posent dans la salle. Donc, il y a des micros qui peuvent circuler dans le cas où vous souhaitez intervenir. Il y a le petit bouton. C'est bon? Ouais, bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. J'ai une question plus au niveau de la terminologie santé mentale. Est-ce que les gens que vous interrogez, ils sont... En fait, parce que c'est des sujets qui sont délicats et ça peut faire peur quand quelqu'un qui vous connaît pas vous demande des questions sur votre santé mentale qui fait partie de la vie privée. Est-ce que la propension à se livrer des gens qui sont sondés, elle peut changer si on change la terminologie santé mentale? On parle par exemple plutôt d'épanouissement au travail ou de bien-être. Est-ce que vous vous sentez bien au travail plutôt que de parler de est-ce que vous êtes en bonne santé? Je caricature un peu, mais la façon de poser la question, est-ce que ça peut pas induire une différence de perception de... Ouais. Alors la réponse est oui, ça peut induire. Donc la manière dont on l'a traité, ce point-là, c'est de poser déjà une question sans définir. La question parce que ça permet de voir ce que les gens pensent eux. Les questions de l'OMS ne mentionnent pas le mot santé mentale. C'est des questions qui sont indirectes, qui permettent justement de mesurer la santé mentale sans mentionner le terme. Et c'est pour ça que la plupart de l'analyse que je vous montre ici, par exemple, c'est basé sur la question de l'OMS, pas sur la question directe. Et dans le long questionnaire, il y avait une partie aussi où on leur donnait la définition officielle de ce qu'est la santé mentale, qui est une définition qui est assez intéressante, la définition officielle de l'OMS, qui nous dit que la santé mentale, c'est la capacité, qui mentionne le terme de capacité à travailler, à s'épanouir et tout. Et quand on mentionne cette définition, on a trouvé qu'en moyenne, les gens étaient plus prêts à faire des efforts après. Donc ça, c'est un autre résultat que j'avais pas le temps. Mais donc, cette définition, elle est assez positive et elle a, au fond, en quelque sorte, elle rassure les gens. Ouais. Ok, merci. Bonsoir, Derek Waller, l'ancien prof de EM Lyon. Est-ce que vos études, vous avez constaté une différence entre aux États-Unis et la France, où l'environnement, c'est pas le même dans les entreprises aux États-Unis qu'en France? Donc ma question, est-ce que vous avez étudié les effets de santé mentale aux États-Unis? Et la réponse est non, là c'est 100% français. Tout mon échantillon c'est français. Et donc on n'a pas fait de comparaison avec exactement les mêmes outils. Donc là, ce qui nous avait intéressé, c'était de rester sur un échantillon français, d'utiliser plein de manières différentes. Mais oui, pour l'instant, c'est uniquement français. Parce qu'à mon expérience, aux États-Unis, on donne plus de liberté avec les gens dans les entreprises qu'ici en France. Donc, on est assez protégé, je trouve, en France. Aux États-Unis, on prend beaucoup de risques. Donc, peut-être, je ne sais pas, la santé mentale en France, peut-être c'est plus élevé, peut-être qu'aux États-Unis, je ne sais pas. C'est exclusivement de notre faute. C'est nous qui avons bloqué Aurélien
à le réduire strictement au territoire français, parce que Malakoff Humanis ne gère que des entreprises françaises, très peu d'expats et d'impats. Et donc c'est pour ça qu'on a réduit, parce qu'au début, se poser les questions de dire est-ce qu'on ouvre à l'Europe, est-ce qu'on ouvre au monde, et on s'est dit que le territoire français était déjà suffisamment grand et complexe. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert cette opportunité de pouvoir aller sur d'autres d'autres territoires. On le fera plus sur les solutions. Tout à l'heure, Aurélien évoquait les notions de prévention et d'action à mettre derrière. Là, on regardera ce qui est fait au niveau international, mais sur le questionnement, ça restera malheureusement dans le cadre de la chaire exclusivement sur le territoire français, parce que c'est ce qui relève de notre périmètre chez nous, Malakoff Humanis. Et puis il y avait de quoi s'occuper. Merci, bonsoir. Je coordonne. Dirigeant de la Sécu, et on a lancé un projet de recherche sur la santé mentale des jeunes actifs. Alors j'ai une première réflexion, c'est juste les graphiques. J'imagine que vous allez faire des régressions logistiques, parce que quand on présente en 2 dimensions, des fois il y a des petites erreurs des écarts avec des effets de structure ou des effets de composition qui sont délicats. Donc, je vous invite à faire des régressions logistiques. Nous, ce qu'on observe, donc, c'est sur la santé mentale des jeunes actifs. On est parti donc avec un concurrent, je suis désolé, une autre mutuelle pour s'associer dans cette recherche. Et je voulais savoir si vous aviez un effet âge, si vous aviez, bien sûr, alors parmi les entrepreneurs, l'effet âge, c'est plutôt, j'imagine, une base plutôt au-delà de 25 ans. Parce que la question qu'on se posait, c'est qu'on a vu un triplement des arrivées à l'hôpital pour les plus jeunes, notamment les jeunes filles, des actes auto-infligés, donc des tentatives de suicide, juste après le Covid. Donc on imagine que cette population va arriver en âge actif, ou en âge de faire des études et de finir leurs études bientôt. Et donc, est-ce que vous avez un effet âge sur votre étude ? Alors, les 2 réponses sur la partie régression, je vous rassure, hein, j'ai 125 pages de régression. La seule chose, c'est que j'avais pas envie de les montrer ce soir. Donc, j'ai juste illustré les phénomènes qui étaient statistiquement significatifs dans les régressions via des graphiques, pour rassurer. Je vous rassure là-dessus. Et pour l'effet âge, c'est pas quelque chose qui a été... donc oui, il y a un effet global, mais c'est vrai que moi, je m'intéressais plus à si l'effet âge allait avoir un impact sur le fait que ce soit tabou ou pas. Parce que et donc j'ai plus étudié ces questions-là, j'ai pas encore étudié. Donc les données sont encore assez fraîches et on a fait des tonnes d'analyses. L'effet âge, c'est pas quelque chose qui était un des résultats les plus flagrants. Donc il y a des petits effets, mais rien de spécifiquement flagrant. Bonjour. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport à l'indice WHO, c'est ça? WHO5. WHO5, oui. Vous avez dit qu'il y a 5 questions Oui. de manière qui posent donc qui présentent cet indice pour évaluer la santé mentale. Est-ce que vous avez des exemples comment en fait c'est présenté? Ça m'intéresse de... Alors, il existe plein d'indices différents. Celui-ci, c'est quelque chose qui est simple, qui peut être utilisé, donc c'est pas le plus parfait. Dans le questionnaire, on a même essayé une autre méthode qui est plus détaillée, mais celle-ci, elle a l'avantage donc d'avoir 5 questions qui sont formulées positivement. Donc il y a quelque chose sur la qualité. En gros, une des questions, c'est les matins, je me réveille je me sens toujours frais et disposé. Enfin voilà, donc c'est des questions indirectes qui vont lier à différents aspects de la vie de tous les jours, donc des choses qui paraissent assez banales. Et l'intérêt, c'est que donc il y a eu quand on regarde sur Google Scholar pour regarder le nombre de fois, vous trouvez 13 000 papiers qui ont utilisé ça. Et c'est assez prédictif. Donc ceux qui ont un indice inférieur à 28 sur 100, ils ont tendance, par exemple, à être très, très fortement corrélés avec les états dépressifs, donc avec des problèmes de santé mentale sérieux. Voilà. Donc c'est des questions plutôt... donc c'est pas des questions, ce sont pas des questions directes, ce sont des questions indirectes avec un contexte. C'est des questions du genre, on vous dit alors, donc lors des 15 derniers jours,
je me suis senti frais le matin en me réveillant tous les jours, enfin voilà, ce genre de questions un peu indirectes. Ok, merci. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons passer à une dernière question. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour les données et la genèse aussi de ce projet. Moi, j'avais une question concernant les ressources humaines. Si effectivement, on pense que ça pourrait être un promoteur ou un décideur, est-ce que c'est ce que vous avez observé ou quel est le positionnement des ressources humaines dans votre projet ou les retours? Alors, là, dans le cadre de la chaire sur les TPE-PME, malheureusement, il y en a très rarement un référent aux ressources humaines. C'est souvent le dirigeant et donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Après, si on ouvre un peu sur les moyennes entreprises et ETI, c'est-à-dire on se laisse le choix d'aller et l'opportunité d'aller un petit peu plus haut, nous, c'est un interlocuteur privilégié parce que c'est l'interlocuteur qu'on a pour le pourquoi il y a un lien avec Malakoff Humanis, à savoir des contrats santé et prévoyance, des arrêts de travail ou autres. Donc c'est souvent un interlocuteur privilégié. Là, dans le cadre de cette recherche et de la recherche, c'est un peu plus délicat parce que c'est souvent une personne. Quand il y a la chance d'avoir une personne, mais c'est rarement. Et donc c'est ça aussi qu'on va devoir traiter derrière, de dire quelle est la personne qui prend les décisions. Qui traite ça et on voit que des fois malheureusement plus on monte dans les tailles d'entreprise, plus la décision est moins portée par le DRH et plus par le directeur financier par exemple, et donc d'autres enjeux vont rentrer en ligne de compte, d'où la nécessité d'impact pour pouvoir justifier pas mal de choses. Donc sur le RH, sur cette cible des très petites et petites entreprises, c'est un peu délicat à évoquer. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Merci. Je vais appeler maintenant Isabella Gelovac et Guy Vernet, qui vont nous parler de médicaments et de vaccins, plus exactement d'accès à ces médicaments et ces vaccins dans des environnements différents, et qui vont nous parler du rôle des entreprises. C'est une question qui est centrale et souvent polémique, dans le sens où les entreprises sont celles qui développent et mettent sur le marché des thérapies ou des technologies prophylactiques, des vaccins, dont nous bénéficions à titre privé et collectivement, mais ce sont celles aussi qui, d'une façon ou d'une autre, décident, au moins en partie, des prix de vente de ces médicaments et vaccins, et qui sont souvent perçus par ceux qui les paient, ces prix, personnes morales ou institutionnelles, comme étant élevés. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces entreprises sont des vecteurs ou au contraire des freins à l'accès aux médicaments et vaccins aux populations qui en ont besoin? Donc je vais poser directement cette question à Isabella, mais je vais d'abord la présenter un tout petit peu. Isabella est économiste, elle est directrice de recherche au CNRS, elle est aussi la directrice du GATT, qui est un laboratoire CNRS à Lyon, le grand laboratoire d'économie à Lyon et un des grands laboratoires en France. Et elle est aussi membre de l'Institut HITS. Isabella, les entreprises. Bonjour à tous, merci d'être là. Et Bruno, de fait, est membre du GATT également. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, vecteur ou frein à l'accès aux médicaments, mais les deux. Un vecteur, certainement, puisque ce sont les entreprises qui sont les principaux pourvoyeurs de ces médicaments, qui effectuent les activités de recherche, de développement, de production, de vente de ces médicaments. Donc sans les laboratoires pharmaceutiques, forcément, on aurait du mal. Donc certainement un facilitateur de l'accès à ces médicaments. À côté de ça, certainement, on observe dans certains cas des problèmes d'accès dus au prix ou dus au manque de disponibilité de certains médicaments dans certains endroits pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons.
Quelles sont les bonnes raisons? Alors, les bonnes raisons de problèmes d'accès, c'est que les entreprises savent très bien, et les économistes les ont encouragés à le savoir, savent la disposition à payer qu'ont les collectivités pour des nouveaux médicaments, ou pour des médicaments en général. Et si cette disposition à payer est élevée, les entreprises, forcément, elles vont essayer d'en tirer le profit. Les entreprises sont des entreprises à action, donc c'est sans surprise qu'elles vont essayer de maximiser le profit. Voilà. Donc, et quels sont les objectifs de cette maximisation de profit? Est-ce qu'ils servent uniquement à enrichir les propriétaires des entreprises, ou est-ce que ces profits servent à autre chose? Alors, l'objectif d'une société à action, c'est de maximiser le profit pour pouvoir le redistribuer aux actionnaires, d'accord? Mais bon, de manière concurrente, ça tombe bien parce que ça permet effectivement de développer des nouveaux médicaments, etc. Et pour en revenir à cette question de profit, pour encourager justement la recherche et le développement de nouveaux médicaments, on a un système qui est typique pour toutes les sociétés innovantes, c'est le système des brevets. D'accord, c'est pas spécifique aux médicaments, c'est spécifique à toutes les entreprises innovantes. Donc, ça permet à l'entreprise de jouir d'un droit d'exclusivité sur la production, sur la vente de ce médicament, sauf si elle décide de le licencier à d'autres entreprises. Mais elle garde le contrôle sur son médicament pendant quinzaine, vingtaine d'années. Et ce brevet, ce droit d'exclusivité, en l'anticipant, lui confère une incitation, un encouragement à développer de nouveaux médicaments. Sans ça, elle n'aurait pas intérêt à développer ce trésor si c'est pour le partager tout de suite ensuite. Voilà. Donc ça, c'est la très bonne partie de l'affaire. Après, quand on parle de médicaments, là, on a un sujet d'autant plus sensible. C'est effectivement un secteur fort en innovation, enfin, où on a besoin d'innovation, on repose sur elle. Mais en plus, c'est un secteur, c'est un bien pour lequel on souhaite garantir l'accès au plus grand nombre. Voilà, pour des raisons d'égalité, mais aussi pour des raisons d'assurance. Alors, ce n'est même pas une question d'accès, c'est une question de risque. Les événements de santé sont des événements risqués. On ne peut pas prévoir si demain on va être malade ou pas. Donc, il y a aussi une question d'assurance qui joue, mais aussi d'accès. Et pour cette raison, intervient les remboursements des frais liés à la consommation de médicaments. Et ça peut influencer également les prix des médicaments et la profitabilité de cette activité pour les entreprises. Donc, s'il n'y avait pas d'autres réglementations spécifiques, le fait d'avoir des remboursements, des subventions à la consommation, ça pousserait les prix encore plus haut. Déjà que le prix associé à une activité d'innovation est normalement haut, mais bon, c'est le prix à payer pour encourager l'innovation. Le fait d'avoir une assurance santé, si elle n'était pas réglementée, augmenterait encore plus ses prix. Donc c'est pour ça qu'on a, dans la plupart des pays, des réglementations qui essayent de contrôler les dépenses publiques ou pas, liées à la consommation de médicaments. Ces entreprises dont on parle ici, elles vivent, elles fonctionnent dans un écosystème dans lequel la sphère publique a un rôle important. Est-ce qu'on est capable de mesurer d'une façon ou d'une autre le poids du secteur public dans l'activité de développement, production, commercialisation, tarification des médicaments? Tarification certainement et recherche également. Donc dans la partie tarification, oui, dans la mesure où elle réglemente l'accès aux médicaments et les remboursements. Il y a une grande partie des remboursements, en tout cas dans nos pays, en France et ailleurs en Europe, ces remboursements sont garantis par le secteur public, qui de fait réglemente, et une des réglementations les plus typiques, c'est la négociation des prix. Donc tout à l'heure je disais, si les entreprises fixaient leurs prix elles-mêmes, les prix seraient vraisemblablement très élevés grâce et au brevet et à l'assurance santé, mais grâce à la négociation de ces prix
qui serait une négociation entre le régulateur santé, enfin le ministère de la Santé ou une agence indépendante qui agit au nom de la collectivité et l'entreprise, le laboratoire pharmaceutique, ben là on contrôle un peu mieux les prix entre le minimum acceptable pour l'entreprise qui serait l'équivalent du profit d'une entreprise innovante simple et le maximum que la collectivité serait prête à payer et qui est une somme qui est approximée par les évaluations médico-économiques qu'on fait faire aux entreprises quand elles demandent une autorisation de mise sur le marché. Et donc, cette négociation permet de définir un prix qui permet des gains à l'entreprise entre ces deux limites qui sont plutôt acceptables et qu'on soit plus proche du profit d'une entreprise innovante ou de la disposition maximale que la collectivité est prête à payer, ben ça va dépendre des pouvoirs de négociation de l'entreprise versus de l'agence qui négocie au nom de la collectivité, le CEPS pour la France. Alors, jusque-là, on parle des produits, donc médicaments ou vaccins, qui sont innovants, donc qui font l'objet d'une protection intellectuelle qu'on appelle le brevet pendant un certain temps. Mais aussi la sphère publique encourage les prescripteurs, donc les médecins qui signent les ordonnances, à prescrire des médicaments génériques. Quel est l'avantage de ces génériques sur les médicaments qui sont plus récents? Quels sont les bénéfices pour la société? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, le bénéfice auquel les économistes pensent directement, c'est qu'on s'attend à une baisse des prix grâce à une concurrence. On a plus de vendeurs, plus de producteurs, plus de concurrents. Donc, le jeu de la concurrence fait que le prix devrait naturellement baisser après une période de vente par un monopole. D'accord ? De fait, ce qu'on observe, c'est que le prix moyen des médicaments diminue après l'expiration du brevet, l'apparition de ces concurrents génériques. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, c'est ce qu'on attend et c'est ce qui permet d'alléger un peu la facture pour la société, tout en garantissant l'accès qu'on a décidé de garantir. Cependant, si tu me permets, je parle 2 minutes de ce qu'on appelle le paradoxe des génériques, c'est qu'on observe souvent, pas toujours, mais souvent, le prix du médicament original, du princeps, du premier médicament innovant, ce prix-là, on l'observe, qui augmente après l'expiration du brevet. Donc, on est étonné. Donc, le médicament est breveté, le brevet arrive à expiration, et le lendemain, alors qu'on s'attend à une baisse du prix, le prix est plus élevé, ce qui est devenu donc un générique. Oui, parfois. Ça, hein. Voilà. Oui. Enfin, pour la version princeps, face à l'apparition des génériques. Donc, on l'a expliqué de certaines manières auxquelles je ne crois pas toujours. Par contre, en regardant tout le processus, en fait, quand on comprend que la première partie de la vie du médicament, il avait un prix négocié, qui n'est pas un prix de monopole simple, en fait, c'est un prix négocié qui est, en toute logique, un prix plus faible que le prix du monopole, même s'il octroie un bénéfice qui est plus élevé que le prix du monopole, mais que le profit du monopole. Mais le prix en soi est plus faible contre une demande plus large parce qu'il y a de l'assurance, etc. Mais le prix est plus faible. Donc, on passe d'un système de prix négocié qui est plus faible qu'un prix de monopole à un prix en concurrence qui est plus faible aussi qu'un prix de monopole. Mais la théorie économique ne nous dit pas lequel des deux est plus faible. Voilà. Donc, il y a de la recherche en cours là-dessus. Et l'assurance y est pour quelque chose, et la perception de la qualité des génériques comparée à la qualité des principes y est pour beaucoup aussi. Voilà. Le contexte dans lequel nous réfléchissions à ces enjeux était plutôt un contexte de pays à revenus élevés. On a parlé de négociations avec un régulateur comme le CEPS en France, c'est à ça qu'on a fait allusion. Mais le contexte des médicaments et vaccins est complètement différent quand on se tourne vers des pays à faible revenu. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les pathologies ne sont pas toujours les mêmes, la disponibilité à payer dont on a parlé tout à l'heure n'est évidemment pas du tout la même dans un pays à faible revenu que dans un pays à revenu élevé. Et pour parler de ces enjeux-là, nous avons avec nous Guy Vernet. Je vais dire quelques mots sur ton parcours, mais peut-être la liste est longue des positions que tu as occupées.
qui sont toutes très remarquables. Donc, Guy a été directeur scientifique de la Fondation Mérieux. Il a, entre autres postes très remarquables, aussi été président de la Fondation Mérieux aux États-Unis. Et il a été directeur de l'Institut Pasteur dans 2 pays, au Cameroun, à Yaoundé, et en Centrafrique, à Bangui. Donc, il a connu des situations contextuelles, institutionnelles, réglementaires, extrêmement contrastées. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les enjeux de l'accès aux médicaments, ou peut-être plus spécifiquement de l'accès aux vaccins, dans les pays à faible revenu, dans lesquels tu as travaillé? Bonjour à tous. Oui, j'ai juste pour rajouter que j'ai passé 18 ans à Biomérieux également dans le département de recherche, avant ce que tu as évoqué. Oui, les vaccins et l'accès aux vaccins dans les pays à faible revenu, et en particulier en Afrique, illustrent bien, je pense, la question de l'industrie pharmaceutique, un vecteur ou un obstacle. D'abord, rappeler que dans les pays à faible revenu, notamment en Afrique, les populations payent un très lourd tribut aux maladies qui sont évitables par la vaccination. L'OMS, dans son dernier bulletin d'information sur l'Afrique, relève des épidémies de méningite, de dengue, de rougeole, de fièvre jaune, de polio, et d'autres, et de Mpox évidemment. La pandémie de Covid a d'ailleurs aggravé la prévention par la situation de la prévention par la vaccination. On estime que plus de 30 millions d'enfants ont besoin d'un rattrapage. En Afrique, il y a également des endémies qu'on a tendance à oublier, la tuberculose, le paludisme, le VIH, des maladies tropicales négligées qui ne sont pas présentes dans les pays industrialisés et qui ne font pas toujours l'objet de vaccins efficaces ou pas l'objet de vaccins du tout dans certains cas. Également en Afrique et en Asie, dans certains pays d'Asie, ce sont les pays d'origine de maladies émergentes ou réémergentes comme le Covid en Asie, mais en Afrique, Ebola, Lassa et plus récemment Mpox. Tout ça parce que les populations sont en contact avec des espèces animales sauvages qui sont porteurs naturellement de ces pathogènes. Et puis enfin, en Afrique, la situation est compliquée parce que les systèmes de santé sont en général défaillants. Ils sont mal organisés, ils ne sont pas capables d'organiser correctement la vaccination des enfants. Ils ne sont pas capables d'acheter les vaccins. Parce que les coûts, malgré tout, compte tenu du nombre d'enfants à vacciner, restent une charge élevée pour les systèmes de santé. La logistique est compliquée, les populations sont souvent difficiles à toucher. Et puis, la chaîne du froid, les conditions logistiques sont également difficiles. On peut citer d'autres problèmes comme certaines populations qui sont réticentes, l'existence de faux vaccins également. Donc l'attention des industriels pharmaceutiques doit être portée sur l'Afrique. Les enjeux que tu évoques sont de nature très systémique, structurelle, oui, de très long terme, macroéconomique, macrosocial. Le rôle des entreprises là-dedans, est-ce qu'il est très important, prédominant, au contraire marginal? Non, il est extrêmement important. Il faut savoir que l'immense majorité de la vaccination en Afrique et dans les pays à faible revenu est faite via des programmes élargis de vaccination qui sont en concertation entre les autorités de santé locales, les organisations internationales que sont l'UNICEF et l'OMS, et avec le financement de la solidarité internationale des États industrialisés qui ont les moyens, de l'Union européenne et des grandes institutions philanthropiques comme la Fondation Gates ou le Wellcome Trust. Mais les industriels du vaccin sont là pour fournir les vaccins.
Ils sont là pour fournir des quantités suffisantes au bon moment et au bon endroit. Et ils le font essentiellement grâce à la centrale d'achat de l'UNICEF qui négocie les prix, les quantités, etc. C'est là qu'on rejoint le point de vue d'Isabella, sauf qu'on change d'interlocuteur. C'est pas comme au niveau national, local, une agence comme le CEPS qui va négocier les prix, en l'occurrence des vaccins, mais une institution internationale comme l'UNICEF qui va être du côté des acheteurs en les représentant. C'est du pooled procurement. Tout à fait. Et les marchés, on va dire, le marché libre des vaccins dans les pays à faible revenu est très faible. La vaccination, pratiquement pas de vaccination en dehors de ces programmes qui sont coordonnés par les organisations internationales et les autorités de santé locales. Et on parle d'accès donc aussi de prix, pas seulement, mais aussi de prix. Les prix qui sont facturés par les industriels à un acheteur qui représente plusieurs pays comme l'UNICEF ne sont pas les mêmes que les prix facturés par ces mêmes industriels à des acheteurs représentant des populations de pays à revenus élevés. Bien sûr, l'UNICEF met une forte pression sur les fabricants pour qu'ils vendent à des prix plus faibles, tout en... De toute façon, je pense que l'UNICEF est conscient que l'industrie pharmaceutique doit néanmoins, face aux volumes qui sont concernés, ne pas affecter leur profitabilité. Il y a d'autres moyens de baisser le coût de la dose de vaccin que de mettre la pression uniquement sur les industriels. C'est là qu'interviennent des organismes comme Gavi. C'est ça. Gavi et la Global Alliance for Vaccines, qui a été créé à l'initiative de la Fondation Gates en 1999, et qui s'appuie sur UNICEF et l'OMS et les autorités de santé publique, mais qui est financé par les États industrialisés, au premier rang desquels les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, la Fondation Gates, le Wellcome Trust, et puis des industriels, mais pas des industriels du vaccin, pour des raisons de conflit d'intérêts, mais néanmoins ces industriels sont au bord de Gavi. Et l'objectif de Gavi, c'est de supporter toutes les activités qui permettent d'améliorer la couverture vaccinale dans les pays à faible revenu, de coordonner également, en particulier en coordonnant l'approvisionnement auprès des industriels avec l'UNICEF. Et si on compare la situation d'aujourd'hui avec celle qui précédait à la création d'initiatives comme Gavi, qui est sans doute la plus importante en termes d'impact, est-ce que les choses vont mieux aujourd'hui ? Alors oui, les choses vont nettement mieux. Depuis la création de Gavi en 1999, on estime que Gavi a contribué à immuniser plus de 1,1 milliard d'enfants dans le monde, dont la moitié en Afrique. Et donc à sauver des vies. Et à sauver des vies, sur la dernière décennie, Gavi estime avoir sauvé environ 20 millions de vies. Mais ils ne font pas que ça. Gavi contribue aussi financièrement et en termes également d'expertise à pérenniser l'industrie du vaccin. En 2001, 5 entreprises majeures étaient capables de fabriquer du vaccin. En 2023, ils sont 19, dont la moitié dans des pays émergents. Et puis, ils contribuent aussi à renforcer les États, en Afrique notamment, dans leur capacité à fournir aux industriels du vaccin un marché qui soit suffisant et fiable surtout. Avec moins d'incertitudes. Avec moins d'incertitudes. Donc des résultats significatifs ont été obtenus. Et quelles sont les prochaines étapes, ce sur quoi la communauté des industriels, des parties prenantes représentant les pays à faible revenu investissent aujourd'hui, réfléchissent en tout cas? Alors, il
il faut évidemment continuer à renforcer les programmes élargis de vaccination dans toutes les dimensions, et en particulier dans les pays qui sont en conflit, parce que les populations en sont d'autant affectées. En termes de R&D, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Comme je l'ai dit, beaucoup de maladies n'ont pas encore de vaccin suffisamment efficace. Des maladies tropicales négligées, comme la lèpre, l'ulcère de Buruli, la rage, mais aussi la tuberculose. On n'a pas de vaccin efficace en population générale contre la tuberculose. Le paludisme, dans le domaine du paludisme, on a obtenu des succès assez importants. Néanmoins, le vaccin du Serum Institute d'India, qui maintenant commence à être mis en place dans un certain nombre de pays endémiques, n'est efficace qu'à 70%. Donc il y a encore du travail à faire dans ce domaine. En termes d'innovation, il y a encore du travail à faire sur les formulations également, avec des vaccins plus robustes, capables de se contenter de chaînes du froid approximatives, et puis également des formulations, des associations de vaccins qui sont spécifiques aux pays concernés. Un point majeur, à mon avis, c'est la capacité à produire et distribuer des vaccins sur le continent africain. Justement, toi qui as eu un point de vue scientifique sur ces enjeux-là, tu as beaucoup publié sur ces questions, mais aussi tu as connu une réalité de terrain, et plusieurs. Qu'est-ce que la confrontation de ces deux points de vue a pu t'apprendre qui serait utile pour des institutions qui ont les moyens d'entamer des programmes dans certaines directions plutôt que dans d'autres? Si tu devais conseiller le prince, compte tenu de ton expérience double, tu irais dans quelle direction? Moi, je pense qu'une direction importante à prendre, c'est de renforcer les capacités de production dans les pays à faible revenu et sur le continent africain en particulier, pour deux raisons principales. D'abord, c'est proche de la situation épidémiologique et des besoins concrets, des spécificités techniques liées au vaccin. Donc c'est plus ancré dans la réalité de ces pays-là. Et puis la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des importations de vaccins est terrible. On estime que seulement 1% des vaccins injectés sont produits sur le sol africain. Cette dépendance, elle a eu, par exemple, lors de la pandémie de Covid, un impact terrible, puisque les vaccins étaient produits dans les pays industrialisés et réservés en priorité pour ces pays-là. On estime que pendant la pandémie, seulement 10% de la population africaine a pu être vaccinée. Donc moi, je pense que il est vraiment important que la production se fasse sur le sol africain, et Gavi a créé l'AVMA, qui est l'African Vaccine Manufacturing Accelerator, en juin dernier, qui va consacrer 1,2 milliard de dollars dans la prochaine décennie à supporter les efforts nécessaires pour le renforcement des capacités de production pour des sociétés qui seraient des sociétés pharmaceutiques du Nord ou d'Afrique, et qui pourraient préqualifier des vaccins auprès de l'OMS. Et puis, lorsque ces vaccins préqualifiés font l'objet de contrats avec UNICEF, de rajouter un top-up au prix auquel UNICEF rachète le vaccin, de manière à ce que le cercle infernal de l'absence de profitabilité de la fabrication de vaccins en Afrique soit brisé, parce que les quantités pourront être plus importantes, les prix plus bas. Donc la question, c'est qui paie la facture? Le top-up, qui le paie?
Alors ce top-up-là est payé par cette initiative AVMA, mais c'est forcément une incitation. On voit bien que les sociétés pharmaceutiques peuvent être un obstacle si elles ne prennent pas en considération l'innovation nécessaire pour fournir des vaccins adaptés, mais aussi si elles ne prennent pas si elles ne prennent pas le risque d'aller investir en Afrique. Et c'est là qu'on voit que c'est effectivement un obstacle. Et il est clair qu'il faudra que les sociétés pharmaceutiques investissent en Afrique. Et là, on rejoint ce qu'a dit Isabella, c'est-à-dire que structurellement, comme tu l'as dit, elles sont des sociétés qui ont des comptes à rendre au sens de comptabilité. Et le risque qui est pris en Afrique, s'il est privé, il est très élevé pour ces industriels. Donc la question est comment réduire ce risque de façon à ce que les industriels, qui sont ceux qui ont les capacités de production et de recherche, démarrent dans cette direction-là, sans être désincités en fait à faire le premier pas. Oui, je pense que c'est via des initiatives comme Gavi, comme CEPI également, qui est une institution internationale qui favorise le développement, l'innovation en termes de vaccins pour des besoins liés à des pathologies émergentes ou spécifiques aux pays à faible revenu. C'est par ce type de collaboration, de partenariat entre des initiatives publiques et le privé qu'on va réussir à faire investir dans la fabrication de vaccins. L'Union africaine espère qu'en 2040, 60% de ces vaccins seront produits sur le sol africain. Donc on verra. Contre 0% il y a 10 ans. Oui, 1%. Ouais. On va prendre des questions de la salle, s'il y en a. Nous avons 2 micros qui fonctionnent. Bonjour Bruno et bonjour aux interlocuteurs, merci pour cette présentation. J'explique d'où je parle, je viens de l'industrie de Big Pharma que j'ai quittée l'année dernière. Je ne vais pas vous dire que Big Pharma ne gagne pas d'argent, je pense qu'elle gagne trop d'argent. Néanmoins, j'entends que c'est assez difficile de résumer en quelques minutes, mais et je m'associe à l'industrie, j'étais principalement dans le vaccin, nous n'avons pas comme obsession que le profit. Et je donnerai 2 exemples, même si aujourd'hui on était obligé de faire des généralités. Moi j'étais en charge de la supply chain, assez compliquée comme on le sait dans le vaccin, des vaccins de Sanofi en Europe, et on a traversé, et le public ne l'a pas su, une crise il y a 10 ans, il n'y avait plus assez d'antigènes de coqueluche pour vacciner la population européenne, voire mondiale, là où on était présent. Et au même moment, le concurrent principal GSK, parce qu'on est assez souvent il y a souvent des monopoles et il y a assez peu souvent de concurrents sur les vaccins, s'est retrouvé en carafe en même temps. Et à ce moment-là, les principes d'allocation, puisque là je peux en témoigner, j'ai moi-même fait les allocations une par une, et qui ont été validés par Sanofi et par son co-actionnaire Merck, puisque j'appartenais à une société qui était une joint venture entre 2 concurrents sur le vaccin. Le premier critère, c'était un enjeu de santé publique. C'était est-ce que demain, on peut assurer qu'on vaccine en priorité tous les bébés, qu'ils soient polonais, anglais, etc., et les femmes enceintes contre la coqueluche, parce que c'était là où il y avait le risque. Bien sûr, en deuxième rideau, pour compenser, une fois que chaque dose, on s'assurait que chaque dose pouvait atterrir dans le bras des bébés et des personnes les plus à risque, il y a effectivement des priorisations par rapport à des prix, je ne vais pas dire le contraire, mais la santé publique est toujours passée avant. D'une part parce que quand bien même ces entreprises seraient dirigées par des gens uniquement intéressés par le profit, ils ont des comptes à rendre devant les institutions locales, en tout cas nationales, et aussi devant l'IME. Et tant mieux
quelque part. Et on peut à tout moment débarquer dans notre entreprise et saisir tous nos mails, tous nos cahiers et voir comment on a pris des décisions. Et je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas fait en catimini. Il y a beaucoup de secrets autour des prix, effectivement, mais comme dans toute industrie. Et un autre exemple que je veux partager, c'est un exemple sur HPV, là où je travaillais pour un groupe pharmaceutique américain. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a donné beaucoup de pouvoir à l'industrie pharma sur le vaccin et sur la prévention. Et la façon, on va dire, globale dont sont réfléchis les prix, qui sont, entre guillemets, négociés sur la base du service rendu, qui est évalué par chaque gouvernement, il y a une espèce de redistribution qui est opérée par les industriels au sein de réunions, c'est-à-dire que pour pouvoir aider l'Afrique, pour pouvoir vacciner toutes les femmes indiennes, à un moment donné, on fait payer le prix plus cher aux pays industrialisés. Et en fait, au lieu que ce soit le politique qui s'en occupe, de partager un peu le gâteau avec les pays du Sud, avec les pays, ben, il faut reconnaître que les entreprises jouent aussi ce rôle-là. Et effectivement, quand avec Gavi et UNICEF, on discute les prix, il y a des facteurs d'écart extrêmement important entre les États-Unis où c'est payé le plus fort et là où c'est payé le plus faible. Mais il y a un travail de redistribution pour que le mix satisfasse les actionnaires, mais évidemment la profitabilité n'est pas la même individuellement pour chaque pays. Voilà. Et au-delà de la fourniture de vaccins, pour avoir participé à des groupes de travail avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays, on essaye d'aider les pays dans la mise en place pour qu'effectivement aucune dose ne soit perdue, et pour l'acceptabilité aussi de la vaccination selon les contextes et selon les vaccins, et faciliter en fait la mise en place avec les facteurs de succès qu'on a nous-mêmes constatés dans les autres pays. Voilà. Merci Jennifer. Une réaction, Non, je pense que c'est une bonne chose que les industriels du vaccin se concertent avec cette mission de santé publique en tête. C'est vrai aussi pour les médicaments. Je pense à Gilead, par exemple, avec les traitements hépatite C, qui sont vendus très cher dans les pays industrialisés, mais grâce à des accords avec des pays comme l'Égypte, avec le Cameroun, j'ai été témoin des négociations entre Gilead et le Cameroun sur la mise à disposition des traitements anti-hépatite C. Le prix élevé dans les pays industrialisés compense et permet de vendre à prix assez faible dans les pays faibles revenus. C'est le mix dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Une autre question ? Oui, alors bonsoir, je suis étudiant à l'Institut de pharmacie industrielle ici à Lyon. Et j'avais une petite question notamment sur les différentes causes justement du frein d'accès aux vaccins au niveau des pays en voie d'industrialisation. Et là, on a surtout abordé les solutions, du moins du côté des programmes de vaccination à très large échelle. Et finalement, au niveau local, au niveau systémique, qu'est-ce qui est mis en place? Je veux dire, il y a des horizons qui sont définis. 2040, c'est dans moins de 20 ans. Et finalement, qu'est-ce qui est mis en place du point de vue systémique pour la maîtrise de la chaîne du froid et ainsi de suite? Merci. Je pense que c'est assez dépendant du pays. Il y a des pays où les aspects d'amélioration du système de santé sont plus avancés que d'autres. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec le soutien de l'OMS, avec le soutien de l'UNICEF, en partenariat avec les autorités de santé publique. Ça va doucement, ça va plus doucement que dans les pays où j'étais, notamment en Centrafrique, que ce que ça devrait être, pour un certain nombre de raisons, de conflits, de maîtrise des autorités de santé publique sur leur personnel, notamment. Ça va parfois lentement, mais ça va, je pense, dans la bonne direction. Il est clair que les efforts des gouvernements pour améliorer leur système de santé, pour améliorer la formation de leur personnel, pour améliorer leur rémunération de leur personnel sont au premier
au premier niveau. Souvent, ce qu'on constate, c'est que dès qu'on s'éloigne des capitales, les centres de santé n'ont plus de personnel. Parce qu'il est impossible de maintenir des médecins formés sur place. Les conditions sont trop difficiles, ils préfèrent travailler dans le privé, dans les capitales. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que les progrès doivent être les plus marquants. Bonsoir, Régis Villet, je suis microbiologiste et responsable du partenariat Bioaster. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question plus spécifiquement sur un médicament qui est l'antibiotique. On est face aujourd'hui à une situation qu'on voit venir, qui est évidente, qui est la résistance aux antibiotiques, que vous connaissez tous. Et on voit aujourd'hui la problématique que l'entreprise a à trouver sa place aujourd'hui dans cet environnement. Je voulais savoir quel était votre point de vue par rapport à ça, et si de votre fenêtre, vous pouviez voir quelque chose qui nous permettrait aujourd'hui de pouvoir avancer sur l'identification de nouveaux antibiotiques dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est extrêmement compliqué pour les entreprises, mais aussi pour les académies qui travaillent sur ce secteur. Est-ce que vous souhaitez répondre, Isabella, Guy? Il y a un enjeu économique qui est évident, c'est que dans le cas des antibiotiques, ceux qui sont prescrits sont ceux qui fonctionnent. Et tant qu'ils fonctionnent, il est difficile d'être incité à en générer de nouveaux, on est d'accord, parce que même s'ils aboutissent à l'issue des étapes de discovery, préclinique, clinique, à quelque chose qui fonctionne, ils ne seront pas immédiatement utilisés tant que ceux qui sont déjà en place continuent à fonctionner. Donc il y a un problème incitatif très très fort du point de vue des industriels. C'est pas si éloigné au fond de ce qui se passe au niveau du développement de médicaments ou de vaccins contre les maladies négligées, c'est-à-dire que il n'y a pas de demande, pendant un moment en tout cas, qui vient donner aux industriels l'assurance que, dans un terme relativement court, il y aura du chiffre d'affaires à générer qui viendra compenser les coûts de recherche et développement extrêmement élevés qui ont été engagés pendant très longtemps pour des montants élevés avec beaucoup de risques. Donc c'est un problème difficile et effectivement il y a une réflexion économique qui a été enclenchée parce que d'abord il y a eu une alerte politique qui a été mobilisée. Il y a pas mal de temps maintenant, je pense au Royaume-Uni en particulier, je pense que David Cameron avait lancé le signal d'alarme quand il était Premier ministre et avait mobilisé des études qui ont abouti à un coup de ne rien faire à propos des antibiotiques que l'on commence lentement à s'approprier dans la sphère, dans le grand public. C'est assez proche de ce qui s'est passé avec les enjeux du réchauffement climatique où la prise de conscience collective a été lente, alors qu'il y a eu des rapports comme le rapport Stern, encore un britannique, très tôt, qui ont quantifié le coût de ne rien faire à ce sujet, mais il s'est passé 10 ans avant que la prise de conscience collective émerge. Je pense qu'on est à peu près dans la même dynamique pour la lutte contre les antibiotiques. Donc il y a d'abord le politique, il y a les économistes qui ont réfléchi puis qui posent les enjeux de façon assez claire. Il y a quelqu'un ici dans la salle que je regarde qui pourrait passer plusieurs heures à nous en parler, je pense, Philippe, mais qui regarde ailleurs. Mais maintenant, les industriels sont un élément de ce puzzle. Le politique, la réflexion intellectuelle, les industriels peuvent réagir, mais à nouveau, qui paie la facture d'investissement en recherche et développement élevé quand on n'est pas certain du moment où ces investissements pourront être payés de retour. Donc à chaque fois la question est la même et peut-être la solution est la même. Il s'agit de partenariats public-privé qui viennent en quelque sorte socialiser des risques privés plutôt que de laisser les risques dans les mains des seuls industriels. Il y a toujours cet enjeu
de répartir les risques entre les acteurs de la société, y compris nous, hein, puisque nous payons à la fin ou pas la facture en tant que contribuables notamment. Oui, je crois que tu as raison de dire que le problème est un peu le même que celui du réchauffement climatique. Je pense qu'on ne va pas avoir le choix de ne pas développer de nouveaux antibiotiques parce que l'arsenal disponible est de plus en plus faible. Le nombre de morts liés à l'antibiorésistance est en croissance très très forte. Développer un antibiotique pour une société pharmaceutique, c'est probablement moins intéressant que développer un anticancéreux, parce que a priori un antibiotique on le prend en 7 jours, et puis c'est terminé. Donc je crois que c'est forcément par un partenariat public-privé, mais par l'utilisation de l'argent public qu'on va réussir à inciter les sociétés pharmaceutiques, parce que sinon la profitabilité est beaucoup plus faible, à mon avis, que pour d'autres médicaments. Donc c'est des priorités hein, pour les sociétés pharmaceutiques. Juste 2 petits éléments. Sur le parallèle avec le réchauffement climatique, il y a aussi la coordination entre intérêt privé et intérêt public, où il y a un rôle politique et effectivement de contrôler l'usage vraiment nécessaire de l'antibiotique, parce qu'on a chacun, oui, la stratégie dominante, c'est de prendre un antibiotique au cas où, mais collectivement pas du tout. Et c'est vraiment comme cette même dichotomie privé-public, comme dans le réchauffement climatique et plein d'autres problèmes. Et après, il y a aussi la question de la durée de la profitabilité d'un... Enfin bon, c'est bien de laisser durer d'avoir un bon usage de l'antibiotique, évidemment, le plus longtemps possible pour ne pas prendre le risque de ne pas trouver de nouvel antibiotique. Mais une fois qu'on a un nouvel antibiotique, sa durée de vie, sa durée de profitabilité, on sait à l'avance qu'elle ne va pas être éternelle, et donc ça pose aussi un autre problème d'incitation à la recherche et développement qu'il faut bien rétribuer d'une manière ou d'une autre. Je paraphrase. Merci. On va passer au 3e thème. Merci. Merci Guy, merci Isabella. Je vais appeler Marius Huguet et Franck Jaotombo. Marius et Franck vont nous parler des nouvelles technologies numériques et de leur impact, de leur rôle dans l'amélioration du fonctionnement des systèmes de santé. Juste quelques mots de présentation à nouveau. Donc Marius est maître de conférence à l'école des mines de Saint-Étienne. Il est aussi membre d'un laboratoire. Peut-être tu peux nous dire un mot sur ce laboratoire et ses enjeux. Oui, donc je suis membre du LIMOS, donc laboratoire d'informatique et de modélisation en santé. Et donc il y a une forte dimension d'ingénierie, mais il y a des questions économiques aussi, des questions économiques qui y sont liées, et je pense que ce sera visible dans... Et ton domaine de recherche, tes publications portaient sur quel sujet ? Alors sur les questions organisationnelles en santé, avec donc un mix ingénierie, sciences de l'économie, et typiquement des questions de parcours de soins, de trajectoire de patients, principalement à l'hôpital, en cancérologie et en dehors de la cancérologie, mais donc sur les trajectoires patients à l'hôpital. Et Franck Jaotombo, qui est mon collègue, qui est donc professeur à Lyon, qui est un expert en intelligence artificielle appliquée à des enjeux de santé, et qui est aussi membre de HITS. Tu peux dire quelques mots sur tes travaux de recherche récents ? Je travaille principalement en collaboration avec le département d'informatique médicale de Marseille et aussi le labo de santé publique. Et on cherche à améliorer à la fois les performances et l'explicabilité des modèles en santé publique, notamment des enjeux liés à la réhospitalisation, aux durées de séjour, ou à la mortalité hospitalière, ou ce genre d'enjeux. Alors, ce système en France, hein, mais pas seulement, privé et public, connaît des fortes tensions dont on parle beaucoup. Les urgences sont un endroit sensible. Je crois que Marius, tu as travaillé sur les urgences en France. Oui, exactement. Et donc la situation sur les urgences, c'est vrai que c'est assez
symptomatique de l'état même du système de santé dans son ensemble, je dirais, parce que c'est vraiment à l'interface entre les soins primaires et les soins secondaires. Et tu peux en dire un peu plus sur la différence entre les soins primaires et les soins secondaires? Alors, les soins primaires, ça va être tout ce qui est médecine de ville, donc ça va être, en un mot, ça va être aller chez son médecin généraliste, par exemple. Et les soins secondaires, ça va être plus la prise en charge à l'hôpital. Et typiquement, les deux sont liés, et entre ces deux modules, on va dire, on a les services d'urgence. Et donc, la fréquentation des services d'urgence, elle est directement liée aux questions de déserts médicaux, typiquement. Si on n'a pas accès à un médecin traitant ou à un spécialiste, on va se rediriger vers les urgences. Et ça se ressent vraiment dans les chiffres, puisque typiquement, le nombre de passages aux urgences, il a doublé en 30 ans. Donc, ce qui est quand même assez significatif, et ce qui a des impacts vraiment directs sur l'organisation, ce qui moi m'intéresse beaucoup. Et typiquement, en termes d'organisation, on voit des temps d'attente qui s'allongent énormément. Et les temps d'attente aux urgences, on ne parle pas d'un indicateur de convenance, mais c'est bien un problème de santé publique, puisqu'on est aujourd'hui, par exemple, aux alentours de 4h30 d'attente en moyenne aux urgences, mais c'est très dispersé, puisque en fonction du degré de sévérité des patients, ça peut aller jusqu'à 10 heures d'attente ou moins. Et avec des faits assez marquants, comme l'année dernière, un fait qui a vraiment marqué l'opinion publique, c'est typiquement le décès, par exemple, d'un jeune homme de 25 ans qui était aux urgences pour un choc septique, donc quelque chose de pas très grave, donc qui n'a pas été priorisé, et qui, à la suite d'une attente très longue, est décédé aux urgences, par exemple. Donc ça a été vraiment une sonnette d'alarme pour le gouvernement, pour mettre en exergue des leviers d'action pour améliorer ça. Alors tu travailles sur ces leviers d'action, et j'ai lu, ou en tout cas on m'a dit que tu suivais les gens à la trace. Est-ce que c'est effectivement ce que tu fais? Exactement, oui. Donc, dans un projet de recherche, on a expérimenté l'utilisation des technologies de géolocalisation indoor. Donc ça paraît un peu brut dans ce contexte des urgences. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une technologie, donc installé des ancres dans tout le service des urgences d'un hôpital. C'est l'hôpital de Firminy, qui est à côté de Saint-Étienne. Et on a équipé tous les médecins et tout le personnel médical, donc les infirmiers, les aides-soignants, les managers, de capteurs, donc qu'ils ont portés pendant tout leur service, ce qui nous permettait, nous, de connaître en temps réel, donc 5 fois par seconde, on va dire, leur localisation dans le service. Et donc ce volume de données immense, c'est ce qu'on a essayé d'exploiter au mieux pour faire du diagnostic organisationnel, typiquement. Et on s'est particulièrement intéressé à essayer d'identifier des activités les plus chronophages pendant l'activité des médecins, et essayer de voir surtout comment ces activités elles pouvaient être corrélées au degré de saturation du service. Autrement dit, est-ce que je répartis mon temps d'une manière différente quand j'ai un service relativement vide versus un service complètement saturé? Tu as obtenu des résultats? Et oui, bien sûr. Et donc un résultat central et premier, c'est typiquement, on a cherché à mesurer le temps passé auprès du patient, par exemple, horaire, pour tous les professionnels de santé. Et pour les médecins, pour donner un ordre d'idée, on est sur à peu près un tiers du temps passé auprès du patient ou pour des activités de soins. Activités de soins, j'inclus des activités de coordination de soins, donc ça inclut aussi les communications entre les professionnels de santé, les activités donc, de soins elles-mêmes, donc quand on a vraiment un soin réalisé, et les activités de préparation aussi, quand on a du matériel à préparer. Tout ça, ça représente seulement un tiers du temps d'un médecin pendant son service. Et donc les deux autres tiers, on s'est forcément intéressé de ce qui composait les deux autres tiers, et dans ces deux autres tiers, la majorité du temps est du temps passé en salle informatique. En salle informatique, puisqu'à chaque fois qu'un médecin réalise un acte, il doit enregistrer les informations dans le DPI, dans le dossier patient informatisé. Et ce temps-là, il est vraiment incompressible. Et quand on a des services engorgés, beaucoup de patients, ces temps-là explosent en fait. Ce que tu obtiens, c'est un diagnostic extrêmement précis. Est-ce que, à partir de ce diagnostic, il y a des recommandations opérationnelles? Et s'il y en a, quelle est l'impact? Qu'est-ce qu'on peut mesurer en termes d'effet de ces recommandations sur la réalité? Alors donc là c'était vraiment une étude, on va dire, expérimentale pour l'instant, mais donc un résultat un peu évident, c'est d'essayer de jouer sur ce fameux temps en informatique en tout cas. Alors là-dessus, les technologies du numérique, on ne s'est pas lancé là-dedans, mais il y a beaucoup de pistes typiquement pour réduire ce temps. Donc, par exemple, l'utilisation des LLM, donc des Large Language Models, pour essayer de faire de la retranscription automatique typiquement, et donc de faire du remplissage, du pré-remplissage automatique, par exemple, de fiches de soins, puisqu'en fait, c'est ça qui prend énormément de temps aux médecins. Et donc ça, c'est
typiquement une perspective très intéressante. Et on s'intéresse aussi à une deuxième perspective qui est celle d'avoir cette source de données en temps réel. On pense vraiment qu'elle peut permettre aussi le développement d'outils d'aide à la décision, donc ce qu'on appelle des jumeaux numériques, digital twin en anglais. Donc en un mot, c'est des modèles qui visent à représenter un système réel. Ce que j'appelle un système réel, ça va être dans notre cas un service d'urgence par exemple. Et on va chercher à modéliser ça, à avoir un modèle. Donc historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des modèles de simulation. On avait tout un travail de calibration, on devait aller sur place, trouver les processus, les ressources, etc. et mettre en place un modèle. Sauf que ce modèle, il est valable que sur la base de sa calibration, donc au moment où on est allé sur place, et il est valable à un instant T. La grosse différence du jumeau numérique, c'est que lui, il est dynamique, donc autrement dit, il s'adapte et il suit en temps réel ce qui se passe dans mon service d'urgence. Sauf que la grosse barrière à ça, c'est forcément la dimension accès aux données en temps réel, puisque les systèmes d'information, ils sont la plupart du temps pas en temps réel. Et donc on croit vraiment, et c'est vraiment une perspective dans laquelle on s'engage maintenant, c'est l'utilisation de ces données de tracking, non seulement pour du diagnostic, mais aussi pour élaborer ces modèles et synchroniser ces modèles de jumeaux numériques comme aide à la décision. Alors, ces travaux-là concernent les centres d'urgence, donc le point chaud d'entrée des gens qui ont besoin d'un service immédiat, mais c'est une partie de l'activité opérationnelle des hôpitaux, et je crois que Franck s'est intéressé à des enjeux qui n'étaient pas spécifiques aux centres d'urgence. Il me semble que là aussi tu mobilises un outil technique qui est riche en intelligence artificielle, mais pour regarder des interventions qui peuvent être programmées et l'éventualité de retour de patients ou pas. Et ton travail consiste, tu me corrigeras, mais à identifier les causes de ces retours ou de ces absences de retour et ce qui peut être fait pour les réduire. On n'est pas encore tout à fait dans la causalité, on est pour le moment juste sur des déterminants, pour voir justement si on peut mettre en place des investigations plus précises pour la causalité. Le départ de ces investigations, en fait, est motivé par deux sources. D'abord, une source théorique, c'est-à-dire que les médecins, finalement, avaient développé une certaine pratique basée surtout sur des modèles classiques, genre régression linéaire, régression logistique. Et à juste titre, on en discutera un peu plus en détail peut-être tout à l'heure. Et s'est posé la question de la performance de ces modèles, notamment. Et donc j'ai été engagé à l'époque justement pour explorer d'autres modèles, voir si avec des modèles de machine learning, d'intelligence artificielle, on peut améliorer ses performances, sans pour autant nécessairement sacrifier l'explicabilité. Toute la question de mes travaux ont démarré comme ça. Et l'enjeu pour notre DIM, département d'informatique médicale, c'était effectivement le suivi des patients. Finalement, le travail était basé sur la qualité des soins. Et la qualité des soins, on en a plusieurs façons de le mesurer, hein, et notamment deux indicateurs, enfin trois en tout cas. C'est est-ce que finalement un patient revient rapidement à l'hôpital après être sorti de l'hôpital, ou sous combien de temps il revient. Donc ça c'est un indicateur important. Si c'est 3 jours, si c'est 7 jours, si c'est 30 jours, ce n'est pas du tout la même problématique, parce que si c'est 3 jours, c'est une problématique à l'intérieur de l'hôpital, dans le suivi lui-même. Si c'est 30 jours, c'est plutôt l'environnement d'accompagnement entre l'hôpital et la ville qui est en jeu. Donc ça c'est un ensemble d'indicateurs de qualité de soins. L'autre indicateur de qualité de soins, c'est la durée de séjour du patient. Plus le patient reste longtemps à l'hôpital, plus on est en position de penser qu'il y a un problème. Et si le séjour est vraiment prolongé, et ça il faut définir ce que ça veut dire, bien sûr, si le séjour est prolongé, alors on a vraiment un problème de qualité. Donc notre difficulté à l'époque, c'était de déterminer quels étaient les principaux déterminants pour pouvoir identifier ce qui était à l'origine de ces risques de séjour prolongé ou de réhospitalisation, notamment d'urgence. Et parmi les éléments que vous avez identifiés, est-ce que certains peuvent faire l'objet d'un traitement
Je veux dire, s'il y a des causes, est-ce qu'elles peuvent être réduites ou même éliminées? Les constater sans faire grand-chose. Les causes sont essentiellement organisationnelles en fait. Du coup, on se rejoint vraiment. D'ailleurs, un des enjeux qu'on avait à l'époque, c'était justement de réduire ce temps de traitement d'informations par les médecins en automatisant un certain nombre de choses, ce qui justifie d'ailleurs l'utilisation de l'IA à nouveau dans le département d'informatique médicale, parce que le but c'était vu que la masse de données ne faisait qu'augmenter et ne fait qu'augmenter aujourd'hui, on se retrouve avec une masse de données qui doivent être gérées par un personnel hospitalier, compte tenu du fait que de toute façon on recrute de moins en moins, tout ça, ça ne facilite pas le travail. Et donc la question qui se posait, c'est est-ce qu'on pouvait automatiser un certain nombre de ces tâches, notamment la classification des diagnostics, depuis le T2A, etc. Voilà. Donc la deuxième justification de l'IA, pour nous, c'était ça. C'est hyper pratique. On a plein de données, on a des gens qui sont obligés de tout saisir à la main. Comment on peut automatiser le processus? Pour résumer, c'est surtout une question organisationnelle, en ce qui concerne. Ouais. Il y a un autre élément que vous avez en commun, c'est que tous les deux, vous intervenez, dans le sens où il s'agit d'une expertise intellectuelle, scientifique, de laboratoire, d'une équipe qui est extérieure à l'hôpital et qui intervient ponctuellement pour étudier des enjeux d'organisation. Mais au-delà, il y a un autre enjeu qui est l'appropriation des outils que vous utilisez. Est-ce que les marqueurs, il faut systématiser leur usage? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui doit être utilisé par des experts comme toi? Ou est-ce que le corps médical ou le management des hôpitaux doit aussi s'approprier ces outils? Dans notre cas, surtout qu'on travaillait surtout avec, parce que le département d'informatique médicale travaille beaucoup aussi en support des chercheurs. Et une des problématiques qu'on avait beaucoup rencontrées, c'est le refus d'adopter ces modèles qui sont pourtant significativement plus performants que les modèles traditionnels. Et une des raisons pour ça, c'est l'explicabilité. Finalement, un médecin a besoin de savoir quelle intervention amène à tel résultat. C'est-à-dire le lien entre les variables à expliquer et les variables explicatives doit être suffisamment explicite. Or, quand on travaille avec les modèles de machine learning et les modèles de deep learning, ce lien devient de plus en plus fou, et plus les modèles sont élaborés, et moins on comprend le lien entre les variables expliquées et les variables explicatives. Donc on tombe dans une problématique dite de boîte noire, le black box problem, ils appellent ça. Et pour nous, l'enjeu donc dans le département, c'était de convaincre nos collègues à quand même à essayer de trouver une solution d'un côté à maintenir la performance et de l'autre augmenter l'explicabilité. C'est vraiment cet enjeu de trade-off, un compromis entre performance et explicabilité. Bon, là, je vais devenir un peu technique. Donc, et finalement, on l'a résolu de la façon suivante. En utilisant les données textuelles, voilà, les textes libres en fait qui sont dans le dossier patient informatisé. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut finalement exploiter l'information qui est disponible dans ce DPI pour aller prédire ce qui nous intéresse, notamment les indicateurs de risque. Et ça se présente de la façon suivante. Si on travaille juste avec des données classiques structurées, genre les variables cliniques, les variables biologiques ou les variables hospitaliers, on arrive à avoir de très bonnes performances, mais on a très peu d'explicabilité. Si on travaille uniquement sur le texte libre, on a une meilleure explicabilité, mais la performance baisse. Le texte libre, tu peux préciser un peu ce Le texte libre, c'est vraiment les comptes rendus de tous les soignants. En fait. Donc ce qui est rédigé par le soignant, voilà, et qui va être automatisé par le LLM bientôt, ce qui est très très bien. Voilà. Et donc du coup notre démarche a consisté à fusionner les données, structurées et non structurées, de telle sorte que la performance est maintenue par les données structurées et l'explicabilité est
apportées par les données non structurées textuelles. Le trade-off a été résolu par oui, une fusion des données. Absolument, et surtout on atteint l'état de l'art, quoi. Bon, peut-être que ça a été dépassé depuis, mais on a dépassé l'état de l'art dans le domaine quand on a publié cet article. Ouais. Est-ce que de ton côté, les enjeux sont similaires? Alors, en termes d'appropriation, en ce qui nous a concerné pour l'expérimentation, par exemple, un gros frein, enfin, là on est vraiment sur de l'expérimental, mais pour le développer, un frein principal, c'est typiquement que ces technologies à l'heure actuelle, c'est que des startups. Donc typiquement, nous, c'est une startup c'est plus une collaboration avec la startup qui fait ses capteurs, etc., qui vient installer. Et les capteurs, c'est super. Les startups, c'est super parce que c'est dynamique, mais c'est pas très stable. Et typiquement, nous, un gros frein maintenant, c'est que cette fameuse startup est maintenant en liquidation judiciaire, par exemple. Oh. Et donc ça, pour le développement, il va vraiment falloir que, en fait, l'industrie arrive sur ce type d'outils, typiquement, pour pouvoir les stabiliser et pouvoir les développer dans des structures qui sont très grandes, comme les hôpitaux. Donc on boucle sur des enjeux de profitabilité qui sont nécessaires en fait pour continuer à développer des recherches. Il y a toujours ces enjeux-là. Est-ce qu'on peut passer aux questions de la salle, s'il y en a? Merci pour cette présentation. Je me posais la question de savoir comment étaient perçues ces nouvelles technologies assez, comment dire, intrusives en fait dans le travail d'un médecin ou d'un soignant. Voilà, comment a réagi le corps médical vis-à-vis de ça? Donc oui, ça c'est une question assez importante quand on parle de géolocalisation, puisqu'on peut avoir l'impression qu'on traque les gens, et enfin, c'est ce qu'on fait typiquement, mais pour d'autres raisons. Et donc nous, dans notre cas, ça s'est vraiment bien passé, typiquement, puisque le projet il est venu du personnel médical en fait initialement. En fait, c'est l'hôpital qui est venu nous chercher avec ce problème d'identification d'activité. Et donc ils ont été vraiment ouverts et il y a tout un travail après sur l'anonymisation des données. Hein. Bien sûr, nous quand je dis qu'on suit des personnes, en fait on ne sait pas qui on suit. On a des identifiants et on a des déplacements, mais on ne sait pas à quelle personne ça correspond. Alors après, bien sûr, ce n'est pas totalement pseudonymisé puisqu'on pourrait retrouver avec les agendas, etc. Mais donc il y a vraiment tout un travail... pour l'instant, c'est sur la base du volontariat, de toute façon, et tout un travail d'explication du projet à la base. Puisque, à titre d'exemple, cette expérimentation, elle était censée avoir lieu dans un autre hôpital, mais où ça ne venait pas du personnel médical à la base, et ça s'est très mal passé. Merci. Et du coup, là, j'ai compris que vous aviez donc le temps serait grandement gagné si le fichier patient était automatiquement rempli, en gros. Et ça effraie pas les médecins ou, enfin, comment ils réagissent à ça en fait? Est-ce qu'il y a, enfin, ça va se faire par une machine, donc est-ce que il y aura peut-être des erreurs? Alors l'idée, ça serait que ce soit du pré-remplissage et pas un remplissage final. En gros, le médecin aura toujours une action à réaliser. C'est juste qu'au lieu de lui donner un document vide à la base, on va lui donner un document pré-rempli. En gros, par contre, une question très importante pour les médecins, c'est dans le développement de ces outils-là, la question de la propriété des données, typiquement. Et ça, c'est le gros point bloquant du développement de ces outils, puisqu'actuellement, il n'y a pas d'outil, disons, qui vient du public, par exemple, qui permet de faire ça. Et ça, c'est un gros frein de déploiement dans les hôpitaux, c'est la question de la propriété des données, puisqu'ici, du coup, il y aurait toutes les données patients, bien sûr, individuelles, là-dedans. Qui serait, du coup... Merci. De nouveau, Jennifer Bury. Là, j'entends que votre client, entre guillemets, c'est l'hôpital et les soignants et l'organisation pour une meilleure efficacité et plus de temps passé quelque part avec le malade. Mais quid du client, le malade? Voilà, pour venir de nouveau parler d'une expérience personnelle. Voilà, j'ai subi une petite opération bénigne il y a quelques temps et j'étais un peu désorientée, entre guillemets, puisque il n'y a plus de support écrit de vos données médicales, etc. dans la chambre.
comme on va dire à l'ancienne quand on regardait les films des années 80. La conséquence directe, c'est que le personnel qui bouge beaucoup pour toutes les raisons qu'on connaît, donc vous ne voyez jamais deux fois la même infirmière ou aide-soignante, rentre dans la chambre et ne sait même pas forcément ce que vous avez. La seule personne qui est au courant, c'est celle qui a avec le petit chariot, l'ordinateur, et qui va distribuer les médicaments. Et j'avoue que ça m'a quand même assez perturbée en termes d'accès à mes informations en direct, et puis le fait que les soignants qui rentrent dans ma chambre n'avaient aucune idée, par exemple, que c'était une opération de la mâchoire, je ne pouvais pas manger le bœuf bourguignon qu'on venait de me servir, puisque je n'avais plus l'usage de mes dents, momentanément. Donc là, dans mon cas, c'était bénin, mais voilà, ça crée des situations un peu rocambolesques, voire critiques et stressantes pour le patient. Alors là-dessus, au niveau du partage d'informations, disons, alors nous on s'est focalisé sur les soignants, mais clairement ça c'est clairement en tout cas une perspective de recherche pour la suite. Alors après je vois pas directement comment par exemple cette technologie typiquement pourrait avoir un apport là-dessus, mais il y a forcément d'autres technologies numériques, mais pas directement, je vois pas directement d'apport, je pense, de cette technologie en tout cas où c'est pas, ça me saute pas aux yeux en tout cas. Pas d'autres questions? Si? Régis? Merci beaucoup. Alors, deux choses. Une remarque, effectivement, comment on arrive à dépasser les a priori par rapport à ces nouvelles technologies. Je le vois de ma fenêtre. On a eu une superbe présentation il y a quelque temps par un ingénieur qui nous a présenté les différentes options d'analyse de tri de cellules par cytométrie faites par un immunologiste et faites par de l'intelligence artificielle avec une option supervisée, non supervisée. Les résultats étaient absolument extraordinaires. Au lieu d'entendre les personnes dire que c'était merveilleux, les personnes disaient mince, qu'est-ce que je vais faire demain pour travailler finalement. Donc comment on arrive finalement à dépasser cet aspect-là pour pouvoir avancer et intégrer ces technologies dans notre quotidien, parce que sur plein d'aspects on est convaincu que ça va nous apporter beaucoup, ne serait-ce que dans le développement d'un médicament, on aurait pu en parler tout à l'heure, mais ça permettra aussi de réduire les coûts de façon extrêmement importante, et ça c'est un axe intéressant. Et le deuxième point qui m'échappe d'ailleurs complètement, c'était non, je l'ai oublié. Donc, ce sera l'occasion d'en discuter ensemble. Mais voilà, comment on peut dépasser ce préjugé qu'on rencontre systématiquement? Alors, une des choses que nous faisons ici dans l'école, c'est que nous avons un cours qui s'appelle AI in Business. Et justement, notre objectif, c'est de faire un enseignement top-down, c'est-à-dire d'un niveau très très conceptuel vers quelque chose de très opérationnel. Et une des questions qui se soulève, bien sûr, c'est la question de l'adoption. Alors, il y a plusieurs façons de l'adopter, de l'aborder. Commençons par l'approche classique entrepreneuriale. C'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle technologie entre dans la société, il y a forcément cette phase, ce délai d'adoption. Alors bien sûr, si ça marche, ça peut être comme la bulle Internet, qui ne marche pas du tout, ou ça va devenir comme ChatGPT qui marche très très bien. Mais dans un cas ou dans l'autre, lorsqu'une nouvelle technologie vraiment disruptive arrive dans une société, il y a d'un côté une création et de l'autre une destruction. On appelle ça la création destructrice de Schumpeter. Enfin, vous en avez certainement entendu parler. Donc, nous, notre réflexion, et c'est une réflexion que nous menons avec nos étudiants, c'est finalement comment accompagner la transition. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Parce que de toute façon, le changement est en cours, c'est une nouvelle technologie. Et vous voyez comment, quand une nouvelle technologie se rend utile et que tout le monde l'adopte, on est juste dans la démarche de devoir l'accompagner. Et donc, comment on peut faire? Je dirais, se former. Je pense que ça démarre par là. Je pense que plus on arrive à former des personnes aux nouvelles technologies et de façon top-down, une fois encore, de façon très très conceptuelle, très opérationnelle, avec des implications éthiques, avec des implications business, etc., comme on fait ici à l'école, plus il est facile, à mon avis, d'adopter cette nouvelle technologie.
parce que il y a une réflexion que j'ai lue, je ne me rappelle plus, un des pères de l'intelligence artificielle concernant que sera le manager de demain. Est-ce que ce sera une intelligence artificielle ? Et les réponses auxquelles finalement parviennent les collègues, c'est non, ce ne sera pas une intelligence artificielle. Par contre, le manager qui ne sait pas utiliser l'IA va être remplacé par le manager qui sait utiliser l'IA. Mais le manager sera toujours là. C'est ça la prospective. Isabella, une question? Une dernière? Oui, je vous rapporte ce que j'ai écouté lors du European Health Economics Association Conference à Vienne l'été dernier. Il y avait une conférence plénière sur la tension qu'il y aurait de plus en plus parmi les professionnels de santé. Il y en aura de moins en moins pour une demande accrue avec le vieillissement de la population, etc. Donc, si on ne trouve pas une solution, on va être mal. Et l'intervenant, donc c'est Carol Proper, parlait de l'IA comme d'un soutien plus qu'attendu et nécessaire pour soutenir cette tension-là. Donc, effectivement, il y a la crainte pour beaucoup de professions de perdre son activité. Mais là, c'est appelé de la part de certains, en fait. C'est au contraire un soutien. Oui. Ouais, une des choses qui est en train de nous arriver, là, une entreprise... Nous avons un programme de formation en intelligence artificielle, un master à Paris. Et une des choses que nous faisons au bout de 3 ou 4 mois de formation, c'est d'essayer de rentrer en contact avec des entreprises pour que ces étudiants puissent avoir une expérience réelle de l'IA dans une entreprise. Et nous avons pas mal de relations justement avec des entreprises de santé. Soit des sous-traitants qui produisent des produits qui sont utilisés par les médecins, soit des personnes qui travaillent directement en santé ou en santé publique. Et c'est vrai que un de nos étudiants, enfin de nos groupes d'étudiants, a justement été sollicité pour trouver des solutions d'IA pour augmenter l'activité du médecin, c'est-à-dire à la fois simplifier des tâches et à la fois remplacer des tâches. Parce que de toute façon, on n'a pas assez de médecins. Hein. C'est ça la réalité de notre terrain. Le numerus clausus est toujours là. Hein. Merci Franck. Je pense que ce sera le mot de la fin. Je voudrais remercier très très chaleureusement chacun des intervenants. Je voudrais remercier aussi tout autant les membres du public qui ont contribué à l'animation de cette soirée. Je veux dire un dernier mot à propos de HITS, l'Institut HITS. J'encourage tout le monde à regarder ce dont il s'agit sur Internet et en particulier à regarder le travail des chercheurs de l'Institut dont les photos apparaissent ici. Et je voudrais dire aussi que une des contributions de l'Institut est d'appuyer, d'aider, de soutenir la Fondation OM Lyon, dont un des objectifs est de financer des études pour des étudiants qui rencontrent justement des problèmes de santé. Et donc si parmi vous, il y a des gens qui peuvent prendre des décisions ou avoir de l'influence sur des gens qui prennent des décisions afin de devenir mécènes et aider ces étudiants qui ont des enjeux de santé, tout le monde est très bienvenu. Merci, bonne soirée. Thank you.